Je propose, Stéphanie, peut-être d'introduire cette situation, de vous présenter et avec 5 petites minutes, présenter l'organisation, les rapports à l'inclusion et on ira ensuite creuser un peu ces sujets-là autour de tout ce qu'on a vu ce matin et n'hésitez pas à faire écho à ce que vous avez pu entendre. Bonjour à tous, merci de l'invitation déjà. Vous l'avez dit, hein, j'ai un nom assez long, mais c'est une fonction assez longue, mais c'est pas représentatif. Donc la Massif, hein, je pense que tout le monde connaît dans le bassin niortais. C'est donc une mutuelle d'assurance qui regroupe aujourd'hui, si je prends toutes nos filières et nos activités, plus de 12 000 collaborateurs répartis sur la France entière. Alors je vais vous donner beaucoup de gros chiffres, puisque nous on parle beaucoup de gros chiffres. On a plus de 500 sites répartis France entière. Pour parler plus d'inclusion, on a aujourd'hui plus de 8% de collaborateurs en situation de handicap, ce qui représente à peu près 900 personnes chez nous. Et donc on a forcément une politique qui est très dynamique et très active sur ce sujet, puisque nous sommes en train de conclure, ou en tout cas de négocier, je ne vais pas présager du résultat, de notre 9e accord handicap, qu'on a initié en fait depuis fin des années 90, puisque depuis 1999, on a un accord pour les salariés en situation de handicap. Et donc notre politique est vraiment d'accompagner en fait les collaborateurs qui se déclareraient du recrutement jusque, malheureusement parfois, accompagner aussi les départs, avec de l'accompagnement autour de la formation, autour de l'aménagement de poste, du maintien en emploi. Voilà, donc on est là, on essaie d'avoir des temps d'échange avec eux, des aménagements, des points de passage sur des moments clés en fait de leur parcours. Et depuis fin de l'année dernière, on a aussi développé un accord autour de l'aidance, puisqu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qui prend de l'ampleur et qu'on avait un besoin aussi de pouvoir permettre à nos collaborateurs d'accompagner des personnes, qu'elles soient ou âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de leur vie privée. Et justement, dans cet accompagnement, comment vous abordez déjà les premières rencontres peut-être avec ces personnes? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le parcours type et après tous les leviers et les freins aussi que vous pouvez rencontrer? Est-ce que ça peut emmener après auprès de vos équipes? Alors, le parcours, il est chez nous très long, puisqu'en fait, tout est, comme on recrute en moyenne 1500 personnes par an, donc on a forcément des campagnes de recrutement, on appelle ça des campagnes pour vous dire, voilà, on a des volumes assez conséquents de recrutement. Donc bien entendu, dans notre politique inclusive, puisqu'on est une mutuelle, donc c'est dans notre ADN de pouvoir accompagner toutes les personnes dans le parcours qu'ils soient. Donc sociétaire, où on a déjà développé beaucoup de choses vis-à-vis de notre sociétariat pour être plus inclusif, mais également vis-à-vis des collaborateurs. Donc on a bien sûr formé nos RH à la sensibilisation autour du handicap. On sensibilise aussi les managers qui recrutent, pour justement lever ces freins éventuels. Lorsque le collaborateur arrive, et même avant qu'il arrive, on essaie d'aménager le poste de travail, de former le manager et de sensibiliser l'équipe. Une fois que le collaborateur est intégré et recruté, bien sûr, il passe toutes les étapes, on va dire obligatoires, mais on a des entretiens de suivi au bout de 3 et de 6 mois pour s'assurer que le collaborateur est bien installé dans son poste, il n'a pas besoin d'aménagement complémentaire, que ce soit de poste, d'organisation ou autre. Et ensuite, on essaie d'avoir un temps d'échange avec eux au moins une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, là encore pour s'assurer s'il n'y a pas de dégradation de la situation de travail, s'il n'y a pas besoin d'aménagement nouveau ou d'organisation différente à ce qui existe. On sait par contre que notre vivier n'est pas forcément le recrutement aujourd'hui, c'est plutôt les personnes qui sont déjà en poste chez nous, qui deviennent, qui ont une situation de santé qui se dégrade et qui se font reconnaître en situation de handicap. Et donc ils suivent le même parcours, et donc on a des infirmières qui peuvent nous accompagner, des ergonomes. Là encore, toujours ce parcours de sensibilisation, d'aménagement. On parlait de transport tout à l'heure, donc on a un accompagnement autour du transport. On propose des aides au transport et des aides pour le déménagement, s'il y a besoin de déménager. Et lorsque on essaie aussi de s'assurer du maintien en emploi, donc on a des entretiens réguliers aussi avec les médecins du travail, puisque
Finalement, quand on est dans l'entreprise, vous parliez tout à l'heure de multiplicité d'interlocuteurs, mais finalement, quand les salariés sont en poste, notre interlocuteur référent reste le médecin du travail, qui peut-être lui-même n'est pas toujours sensible au sujet et à la cause. Donc on a beaucoup d'échanges aussi avec ces médecins pour pouvoir maintenir en poste. Et malheureusement, quand toutefois toutes ces actions n'ont pas permis ou ne peuvent plus permettre aux collaborateurs de rester en situation de travail, c'est de l'accompagner vers la sortie en proposant des bilans de compétences ou des accompagnements pour les repositionner sur le marché de l'emploi et les aider à rédiger leur CV ou se réinsérer professionnellement. Et on parle de ces collaborateurs, donc vous parlez, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà là et qui après on adapte. J'imagine que vous avez aussi des collaborateurs qui arrivent. Alors justement, par quel biais ils arrivent? Est-ce qu'en général, ça peut être des démarches personnelles ou vous êtes aussi sollicité par des établissements de services d'aide par le travail ou des chargés d'insertion? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, donc toutes nos offres sont ouvertes aux situations de handicap, quelles qu'elles soient. Donc on a des candidatures spontanées. On a aussi donc tout un réseau d'accompagnement, puisqu'il faut savoir que pour accompagner ces collaborateurs en situation de handicap, on a aujourd'hui 25 personnes qui sont dédiées, tout ou partie de leur temps de travail. Et donc on essaie de trouver aujourd'hui différents biais pour recruter des collaborateurs en situation de handicap, et on se doit d'être innovant et de trouver différents moyens. Ma référente nationale, donc, qui est là aujourd'hui, par exemple, est beaucoup en contact avec les Cap Emploi, par exemple pour faire des visites de sites, organiser des visites de sites, d'immersion, d'échanges avec nos managers et des collaborateurs et nos équipes RH pour les inciter à postuler, leur réaménager le CV. On participe à des forums emploi, on essaie de créer aussi des temps d'échange ou des partenariats complémentaires, puisqu'on a été pendant 3 ans partenaire de la Fédération française handisport, pour pouvoir intégrer et faire un pont entre le sport et le handicap, et l'emploi, bien sûr. Donc on essaie d'innover régulièrement différentes choses pour pouvoir inciter les collaborateurs à se présenter. Et vous parliez d'un frein. Effectivement, nous, le principal frein aujourd'hui, c'est la qualification, puisqu'on ne recrute que sur Bac+2. Et aujourd'hui, on le sent, c'est une difficulté. Et puis je le voyais aussi au regard des échanges qu'on peut avoir. Je pense que le frein aujourd'hui est celui-ci. Alors on essaie de trouver des palliatifs, puisqu'on a créé un CFA. On crée un centre de formation interne qui recrute à peu près 300 alternants par an, pour pouvoir justement essayer de favoriser ce vivier et aussi d'insérer aussi. Donc on a eu une douzaine de collaborateurs, en tout cas d'alternants en situation de handicap, donc quelques-uns ont été pérennisés. Donc voilà, donc on essaie d'innover, et on se doit en fait d'innover régulièrement, parce que le monde change, les habitudes changent, les méthodes de travail changent. Donc il faut que nous aussi nous adaptions régulièrement. Et est-ce que vous pouvez nous donner, pour les travailleurs qui sont là aussi, des exemples concrets de métiers, de personnes qui viennent chez vous? Parce que j'imagine qu'il y a une diversité de supports, de métiers. On retrouve ces personnes-là sur des supports vraiment dédiés, ou c'est assez large finalement dans le panel des métiers qu'on peut faire chez vous? Alors comme je disais, on ne se donne pas de frein aujourd'hui, on n'a pas de frein sur les postes. Bien sûr, on appelle désolé du terme un peu barbare et interne, mais on appelle ça des métiers de masse chez nous, c'est des gens autour de la relation clientèle. On a aujourd'hui environ 7000 collaborateurs qui sont autour de la relation clientèle, donc que ce soit en agence, directement en contact de nos clients au téléphone, mais bien entendu, donc ça c'est pour la partie plutôt contractualisation et création des contrats, qui sont très nombreux chez nous, donc ça suppose une certaine polyvalence et une connaissance de nos produits, mais aussi tout un volet autour de la gestion du sinistre, qui est un moment clé en fait chez nous, puisque quand on a un dégât des eaux ou une voiture qui est en panne, c'est un moment souvent rempli d'émotions pour nos clients, et donc on a besoin aussi de tous ces accompagnements-là. Donc on en a vraiment partout. On en a dans les fonctions support, dans les services informatiques. Par exemple, au sein de la ressource humaine, on a une personne effectivement qui est avec nous
Donc on n'a pas de frein ou de poste plus dédié que d'autres. On estime que c'est à nous d'adapter l'environnement, l'aménagement, l'organisation pour permettre à tous les collaborateurs qui soient en situation de handicap ou non de se sentir bien et utiles dans leur travail, pour reprendre les termes qui ont été cités ce matin. Donc demain, on pourrait imaginer détacher une équipe qui vienne dans un établissement de service d'aide par le travail avec toutes les installations téléphoniques pour pouvoir répondre et puis initier nos personnes autour de ces métiers. C'est des métiers en effet qu'on ne retrouve pas dans les ESAT classiques de manière générale. En tout cas, il y en a sûrement. Donc on pourrait imaginer des passerelles à se faire pour... Enfin, il y a plein de choses à imaginer autour de ça, mais je ne sais pas Stéphanie ou Michel. Non, moi si je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est le mot que vous employez de collaborateur. Je pense que c'est un regard qui me paraît aussi très intéressant quand on cherche des pistes pour déconstruire cette surprotection dont on a parlé. Et je trouve que imaginer aussi que des personnes en situation de handicap, des travailleurs ESAT deviennent des collaborateurs, des collaboratrices. J'aime assez ce mot, l'importance aussi du statut qu'on peut donner à une personne. Et donc l'idée de collaborer à un projet et à un emploi, je trouve aussi que ça peut être, voilà, c'est inspirant en tout cas. Oui, il y a aussi le fait, je trouve, que c'est ouvert, c'est-à-dire que ce n'est pas des secteurs particuliers qui sont éventuellement possibles pour les personnes. Une de mes questions, c'était aussi, est-ce qu'il y a des ESAT qui vous sollicitent directement? Est-ce que vous avez des approches? C'est vous qui les faites? C'est eux? Est-ce que c'est dynamique, cette relation-là? Alors, c'est un peu de la réciprocité sur le sujet des ESAT, puisque on a un service dédié aux achats, donc on a des réponses à des appels d'offres d'achat, quels qu'ils soient. Et on a développé depuis 2 ans un volet spécifique avec nos achats en demandant à ce qu'il y ait nécessairement une entreprise inclusive, lorsque le secteur et le service existent, qui puisse répondre à cette offre. Et d'ailleurs, on a réussi du coup à ce qu'une activité aujourd'hui soit 100% gérée par une ESAT France entière. C'est aussi notre contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait une aura qui puisse répondre France entière. Et donc aujourd'hui, on a tout ce qui est collecte de tri, qui est complètement aujourd'hui géré par une ESAT sur 100% de nos sites. Donc c'est aussi un travail de réciprocité. Et puis on est en constante recherche pour renforcer tout ça, que ce soit avec des services informatiques, que ce soit à travers, au-delà de ce que nous pouvons connaître en tant qu'employeurs, les espaces verts ou la gestion du tri de déchets. On essaie d'aller plus loin que ça et on réfléchit notamment avec une entreprise qui gère des services informatiques avec des personnes en situation de troubles autistiques, par exemple. Merci pour ça, Stéphanie. Et je propose maintenant d'introduire Thierry, qui est à ma gauche. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Thierry, donc, vous êtes directeur des achats chez Annette Textile Linge. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu déjà l'entreprise et après de la partie chiffre Annette? Très bien. Alors l'entreprise, on fait la location d'articles textiles et d'hygiène. Le siège social est basé à Thouars, donc dans les Deux-Sèvres. Nous sommes numéro 2 du marché français suite à l'acquisition d'un confrère l'an dernier. Nous sommes 1800 collaborateurs avec 17 usines sur le marché national. Nous intervenons sur les différents secteurs d'activité, hôtellerie, santé, agroalimentaire, industrie et services. Et donc nous achetons énormément de linge que nous mettons à disposition de nos clients. Et chaque semaine, des agents de distribution viennent récupérer ce linge pour l'emmener sur les blanchisseries et ainsi instituer une rotation. Donc nous avons également plus de 100 collaborateurs en situation de handicap, qui sont un petit peu comme vous, des personnes qui sont à un moment fragiles dans leur vie et qu'on essaie au maximum de maintenir et de garder toutes ces compétences. C'est notre priorité puisqu'on est sur des métiers de main-d'œuvre et c'est parfois compliqué pour, je dirais, avoir des personnes qui travaillent dans un ESAT. C'est un peu compliqué pour les accueillir. C'est pourquoi on a trouvé d'autres solutions. Donc ce linge, bien évidemment, s'use énormément, puisqu'on lave à peu près 80 000 tonnes de linge par an, et on génère 900 tonnes de déchets, d'articles qui sont obsolètes.
Et on a fait un constat en 2010, suite à une crise financière qui a amené la flambée des matières premières, du coton, du pétrole. Les prix ont flambé, ça faisait 20 ans que ça ne s'était pas passé. Et donc là, on s'est retrouvé devant des prix qui augmentent et nous-mêmes qui avions des difficultés à augmenter nos prix chez nos clients. Donc on se doit de faire des économies. Et on a fait un constat que nous jetions énormément de linge en fait, qui était tout à fait conforme, puisqu'on n'avait pas d'organisation, puisque tous nos sites étaient indépendants et se débarrassaient comme ils le pouvaient de ces articles textiles. Donc là est née l'idée, on s'est dit il faut qu'on fasse mieux dans nos usines. On s'est aperçu que ce n'était pas possible, on n'avait pas de place, pas de compétences, c'était compliqué. Et donc on est reparti d'une feuille blanche et on a essayé de construire. Donc on s'est dit il nous faut de la main-d'œuvre, des bâtiments et du transport. Donc la main-d'œuvre, on s'est adressé aux ateliers du Toircet. Voilà, donc on a commencé à travailler ensemble. Les bâtiments, parce qu'on ne savait pas si l'activité allait être pérenne, donc on a travaillé avec la communauté de communes sur des ateliers relais. Et puis le transport, c'est les transports Landry qui sont présents sur Thouars, qui nous ont accompagnés pour organiser des tournées pour la collecte. Donc petit à petit, on a fait des tests, des essais. On s'est aperçu que dans certains cas, on jetait énormément de choses qui, une fois triées, pouvaient être réinjectées dans le système. Voilà. Et en 2013, on a décidé de généraliser cette opération, d'acheter les bâtiments relais, donc de donner un signal fort de pérennité, là encore, de cette solution, et de travailler de concert avec les ateliers du Toircet, puisqu'aujourd'hui, nous avons 25 collaborateurs et 3 moniteurs, 2 personnes ANET qui sont en lien en fait pour assurer toutes les informations, et puis les transports Landry qui font tout le transit. Voilà. Donc ça, c'est la structure Chiffanet, c'est bien ça? C'est ça, c'est la structure Chiffanet. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette structure, donc elle appartient à Annette, mais vous avez toutes les personnes des ateliers Toircet à disposition dans les locaux. Qu'est-ce qu'ils réalisent aujourd'hui concrètement autour de ça et comment c'est revalorisé derrière? Vous en avez un peu parlé. Alors revaloriser, je dirais qu'il y a aussi un aspect RSE avec l'organisation des flux, puisque on s'est doté d'une presse à balles et en fait depuis 10 ans, on est en amont des filières de recyclage pour justement canaliser les produits, les trier et pouvoir les envoyer pour des usages. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'attentes mais il y a peu de demandes. Donc il y a même des entreprises qui démarrent et qui par exemple ont constitué de la fibre, mais il n'y a pas d'usage derrière, donc c'est un peu compliqué. Il faut que tout cela s'organise et ça prend un peu de temps. J'imagine. Et je sais que du coup, dans cette structure Chiffanet, il y a également une boutique où on revend certaines tenues de seconde main, finalement, à des prix très abordables, du coup. Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose que l'on pratiquait sur l'usine où est le siège social à Avrines, où les particuliers et les artisans venaient acheter des combinaisons et du linge. Et on a voulu garder cette tradition. Donc, sur le site de Chiffanet, on a ouvert une boutique et on met nos fins de série, nos produits conformes. Voilà. Donc, c'est plus à destination des personnes qui habitent à 50 km. Mais voilà, c'est une petite goutte d'eau à l'égard des tonnes qui sont traitées. Mais ça permet de faire du lien aussi avec ce que nous faisons et d'apporter des solutions assez économiques pour les apprentis, pour les jeunes. Voilà. Ça a le mérite d'être mis en avant. On peut applaudir déjà l'ensemble merci. des personnes. On a quelques questions encore, Stéphanie, si tu veux prendre le relais sur ça. Peut-être Christophe aussi, vous étiez là tout à l'heure, mais repréciser un peu voilà, les collaborations que vous pouvez avoir avec des ESAT. Alors nous, la question du handicap, elle dépasse la simple présentation qu'on a fait tout à l'heure. On est une entreprise beaucoup plus modeste avec beaucoup moins de gens. Pour autant, on a aussi plus de 8% de personnes en situation de handicap dans l'entreprise qui peuvent être ou au RH aussi, ou dans les aides-soignantes, ou agents de service, ou au service à table, ou en cuisine. Donc on a quand même un panel d'activités à proposer. Ces gens, soit sont devenus personnes en situation de handicap, donc étaient dans l'entreprise auparavant,
On a celles qu'on a recrutées il y a très longtemps par Cap Emploi une fois, je sais. Et puis on a celles qui viennent, qui se font embaucher, et on découvre ultérieurement en fait qu'elles sont en situation de handicap. Elles ne veulent pas le dire. Je pense qu'il y a une crainte d'être peut-être pénalisées ou stigmatisées. Donc en fait c'est assez curieux. Donc on découvre finalement que ces gens sont en situation de handicap. Après, le parcours, si vous voulez, dans notre établissement pour l'intégration de ces personnes est relativement simple. Enfin, je dis que je dirais pas qu'on cale l'intégration comme on cale l'intégration d'un résident âgé, mais il y a des similitudes. On a une certaine habitude autour de ça, avec nous aussi des entretiens qui se déroulent au fil du temps. Et puis on s'appuie sur la médecine du travail et le médecin du travail du CIST des Deux-Sèvres. On s'appuie sur parfois effectivement les réseaux de solidarité pour le transport. On en parlait tout à l'heure. Chez nous, il y a beaucoup de covoiturage aussi, y compris pour ces personnes. Alors ça touche pas tout le monde, mais ça en touche quand même quelques-uns. Il faut que ce soit volontaire aussi des deux côtés. Voilà. Après, nous, le travail avec les ESAT, on est confronté à une problématique, c'est la problématique du coût. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, on travaille un peu avec... je travaille avec un ESAT depuis 20 ans, en fait, toujours le même, qui vient me voir tous les ans, qui me demande... Alors, je fais une petite commande, mais ça me permet d'entretenir aussi du travail pour les personnes en situation de handicap. Voilà, après, je pense qu'il y a de la marge dans nos EHPAD, vous l'avez compris tout à l'heure à travers ce que j'ai dit. Voilà. Mais d'ailleurs, alors, je voudrais quand même vous remercier à tous les trois d'être ici, parce que finalement, là, cette table ronde, le moment qu'on est en train de vivre dans le colloque, c'est finalement le regard des employeurs. Et moi, j'aimerais un peu avoir votre avis, tous les trois, sur ce que j'appellerais l'épreuve du réel. Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'inclusion, on a parlé de trouver une place, de changer nos regards, que la société change le regard sur le handicap. Finalement, par rapport à vos réalités, quelles seraient vos attentes quelles seraient finalement... est-ce qu'il y a dans vos réalités quelque chose qu'on peut adapter, enfin, voilà, comment ensemble, puisque l'idée aussi c'était de croiser nos regards sur cette transition, comment finalement il y a un travail comme ça qui pourrait s'opérer par rapport à vos propres réalités, parce que c'est ce que vous évoquiez, la question du coût, la question aussi, il faut aussi que le directeur, on en a parlé tout à l'heure, le directeur soit aussi, voilà, on l'a vu dans la vidéo, donc finalement tous les trois, je sais pas, comme ça, spontanément, une espèce alors les leviers aussi, de recruter, d'avoir des personnes en situation de handicap, et est-ce que vous y voyez aussi une forme de réalité, de frein, voilà, juste avoir un petit peu comme ça votre regard. Si je puis me permettre, je vais juste commencer, après je me tais parce que j'ai beaucoup parlé. Mais il y a un truc la raréfaction des moyens, en tout cas dans notre secteur, fait que la question de la performance qu'on ne se posait pas il y a quelques années, on se la pose aujourd'hui. La question de la performance, c'est aussi la question de l'exigence. C'est aussi la question de l'autonomie. C'est toutes ces questions qu'on a traversées rapidement ce matin. Mais tout ça, ça contribue aussi à... Alors on a l'impression que ça ne va pas toujours être possible. On parle de cette zone d'incertitude, en fait, quand on intègre une personne en situation de handicap, il y a une zone d'incertitude, en fait, qui s'efface assez rapidement, au final, puisque la performance aussi, si on arrive à trouver avec la personne le bon tempo, le bon rythme, les bonnes modalités de travail, les bons outils, on en parlait tout à l'heure, les dames en ont parlé tout à l'heure, je me dis... La performance, elle est au rendez-vous. Elle n'est pas tout à fait celle qu'on attend, elle est un peu plus large, je pense. Et la performance, elle naît aussi de la satisfaction de la personne handicapée et de son changement de regard sur elle-même. On n'en parle pas, mais avant de demander aux employeurs de changer, il faudrait aussi que les personnes en situation de handicap changent leur propre regard sur elles-mêmes. Et c'est pas facile. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Se sentent légitimes aussi, oui, exactement. D'être un salarié, un collaborateur, exactement. Et de se voir aussi avec cette possibilité-là. Voilà. Mais disons qu'on est une table et on prépare une opération de marketing importante et on veut sensibiliser la population en général, ou je dirais les employeurs du milieu ordinaire, à éventuellement engager des personnes.
Qu'est-ce qu'on a comme message principal à faire passer? Là, on fait un brainstorming, on organise vraiment une démarche, ça va sortir dans les journaux, à la télé. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on propose? Ce que je disais ce matin, c'est fiabilité, durabilité, performance. Enfin, ça fait partie aussi de ça. Enfin, c'est en tout cas ce que moi j'en perçois. Oui, et? Stéphanie, un commentaire. Oui, je rejoins assez vos propos en fait. Aujourd'hui, on demande aux employeurs de changer le regard sur le handicap, mais en fait, au-delà de ça, c'est la société civile qui doit peut-être évoluer sur ce sujet-là, et les personnes en situation de handicap, parce qu'on a aussi beaucoup de situations qu'on découvre a posteriori. On a beau communiquer, alors c'est pour vous revenir sur le sujet marketing, on a beau communiquer, sensibiliser, être présent dans des forums, être présent dans des colloques comme celui-ci, on voit toujours un frein naturel qui existe sur le fait de se faire reconnaître, et ce qui fait qu'on a parfois le sentiment d'être un peu en rattrapage de quelque chose, et que la personne de ne pas vouloir le dire, puisque comme vous l'aurez compris, vu notre volume de collaborateurs chez nous, tout est standardisé, tout est processé. Donc le collaborateur doit arriver à rentrer en fait dans un parcours, puisque chez nous, pour pouvoir en fait exercer une activité d'assurance, il nous faut une formation. Vous devez avoir une formation qui est payée intégralement par l'entreprise pendant presque 6 mois. Donc il faut, et ça suppose un investissement, du temps, d'une énergie, que si le collaborateur ne nous dit pas qu'il a besoin de temps supplémentaire, d'adaptation ou d'une organisation différente, on le perd, tout simplement. En fait, on a ce risque-là de perte. Et donc, voilà, malgré toutes nos sensibilisations, nos communications, parfois, on n'arrive toujours pas à donner suffisamment confiance, peut-être, ou en tout cas donner le sentiment suffisamment de dire bah oui, j'ai besoin d'adaptation ou de moments différents ou de temps d'apprentissage différents qui nous permettraient de conserver en fait ces talents et que l'on voit partir sans même parfois savoir qu'ils étaient en fait en situation de handicap au départ. Donc ça c'est intéressant, c'est ce que vous disiez Christophe, c'est le regard que la personne elle-même porte, et ça rejoint un peu les discussions qu'on avait hier sur l'accompagnement. C'est-à-dire que dans l'accompagnement à l'intérieur de l'ESAT, alors c'est vrai qu'il y a encore peut-être finalement il faut plus de chargés d'insertion et de conseillers d'insertion sur aussi cette préparation, mais peut-être aussi à l'intérieur des ESAT, ça voudrait dire aussi que peut-être il y ait une formation qui permette aussi d'accompagner à se sentir légitime pour travailler dans différents types de milieux. Est-ce que ça voudrait dire que ça, c'est des questions qui pourraient peser aussi sur le moniteur d'atelier, sur les directeurs d'ESAT? Ça rejoint un peu la notion de favoriser l'autodétermination dans nos structures. L'autodétermination, alors je vais donner un exemple très concret. Je suis arrivé il y a 2 ans et demi dans la structure, et quand je suis allé me présenter aux personnes, je demandais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Je suis ouvrier d'ESAT. D'accord. Bon, sur le moment, d'accord, ouvrier d'ESAT. J'ai eu des CAT aussi, je suis un peu plus ancien dans la structure. Et en fait, après, moi, mon immersion au bout d'1 an, où j'ai découvert beaucoup de choses, notamment le dispositif RAE, et que j'ai pris un peu de recul sur tout ça, je suis revenu dans les ateliers, j'ai redemandé la même question à la même personne. Je lui ai dit, du coup, rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis ouvrier d'ESAT. Je dis, non, mais ça, je comprends pas. Tu fais quoi? Là, je fais du câblage. D'accord, mais tu fais quoi concrètement? J'assemble des cosses, et puis ça permet pour le client VIM d'avoir son produit. Je fais donc, en fait, tu es un opérateur formé en câblage. Oui, ok. Je fais, aujourd'hui, notre ESAT, il ne s'appelle pas ESAT, les ateliers Bressuret, on a enlevé le premier terme, mais ça s'appelle les ateliers Bressuret. Et maintenant, quand je vais reposer la question à cette personne, elle dit, je suis ouvrier, opérateur de câblage aux ateliers Bressuret. Et en fait, juste cette prise de conscience, elle a été aussi véhiculée par le fait d'avoir organisé nos portes ouvertes et de faire prendre conscience à chaque personne qu'elles sont des professionnels à part entière. Et ça passe par un enjeu quotidien des professionnels, de nous la direction et de tous à chacun, sur le fait de faire prendre conscience à ces personnes qu'elles ont ces compétences et ces capacités,
Et pour ça, je pense qu'en effet, ça mériterait d'aller au-delà de nos frontières, au-delà de notre établissement, mais de, au quotidien, véhiculer cette bonne conscience de qui ils sont réellement. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrivera à faire véhiculer cette autodétermination auprès de tous. Un commentaire peut-être. Peut-être, je pense que ça peut susciter des questions dans la salle. On va descendre dans la salle s'il y a des questions, des remarques. N'hésitez pas à lever la Je crois main. qu'il y avait une question du petit Ismaël. Le petit Ismaël avait une question, je vais le voir. Une question rapide. En tant qu'employeur, vous êtes en prise directe avec les politiques publiques également. Politiques publiques qui, comme on l'a vu ces derniers jours, évoluent. Et puis il y a aussi des évolutions des politiques publiques dans d'autres pays et qui peuvent nous impacter aussi. La semaine dernière, les ambassades américaines en Europe ont diffusé l'information aux entreprises souhaitant commercer avec les États-Unis, indiquant qu'il leur fallait, pour ce faire, diminuer ou réduire, voire supprimer leur politique diversité-inclusion. Alors moi, ma question est très simple. Je sais que vous n'êtes pas tous les trois forcément en lien à l'export avec l'étranger, mais en tant qu'employeur, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce type de discours à un niveau de gouvernance et de responsabilité aussi élevé? Merci. Je vous laisse répondre. Alors, la Massif n'est pas confrontée à une situation internationale puisqu'on ne traite que du territoire français. Ça questionne forcément sur une différence de culture, une différence de perception, et je pense que ça a été dit ce matin, je crois, par une des intervenantes. Voilà, ça va contraire peut-être aux valeurs aussi d'une société qui est la nôtre, puisque aujourd'hui, on est parlé de solidarité. Je crois que vous parliez de solidarité, hein, madame. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même un des vecteurs chez nous. On parle de solidarité, de fraternité. Enfin, ça fait quand même partie de notre devise républicaine. Et c'est vrai que ce propos-là est plutôt antinomique avec les valeurs que l'on, en tout cas déjà que l'on porte à la Massif, que l'on peut porter personnellement et que l'on peut porter au sein de la société française. Alors, pour Annette, on n'a pas de présence à l'international. Maintenant, indirectement, on va être touché parce que nos clients peuvent l'être. Donc on peut avoir des baisses d'activité. Moi, je pense que là, on est passé à un tournant, il y a une prise de conscience et qu'on ne reviendra pas en arrière sur ces points-là. On fera différemment, on fera d'autres économies. Enfin, en ce qui nous concerne, Annette, avec l'atelier Chiffonette, par exemple, il est hors de question de revenir en arrière et d'arrêter. Voilà. Et je pense que pour beaucoup d'entreprises, je m'avance un peu, mais c'est un peu le cas. Voilà, il y merci, avait un bravo, avant, c'est rassurant. Bravo. C'est rassurant, merci. Pas de retour en arrière. Est-ce qu'il reste une peut-être dernière question dans la salle? Ici, devant, une question. Alors, il faudrait lever la main. Ah, pardon. Marilène qui est là. Voilà, c'est plus près. Levez la main. Oui, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une obligation d'un salaire minimum en milieu ordinaire, donc pour les personnes en situation de handicap? Il n'y a pas de différence de traitement entre un collaborateur classique, si je peux utiliser du terme qui est un peu, pour moi, pas le bon, et de collaborateurs en situation de handicap. On a une politique de rémunération, en tout cas au sein de la Massif, qui ne fait pas de différence de traitement, et d'ailleurs ce serait, je pense, interdit par les législations que l'on connaît. Donc non, il n'y a pas de tarif adapté ou d'horaire adapté. Donc c'est le même salaire que pour... Oui. C'est très bien. Merci à vous. Je pense qu'on va pouvoir applaudir Stéphanie, Thierry et Christophe. Merci beaucoup, beaucoup. C'est courageux et c'est vraiment agréable d'avoir votre retour